Vous savez, quand une personne fait un discours, eh bien la principale critique qu'on va lui adresser, c'est que son discours ne serait pas objectif. Sous prétexte donc que sa manière de concevoir le sujet, eh bien il le fait à travers sa propre grille de lecture qui, bien évidemment, n'est pas neutre. Sauf que, j'ai envie de vous dire, l'objectivité n'existe pas. Et ça, on va le voir aujourd'hui à travers l'article du jour, à travers cette vidéo. Et là, on va aller donc directement sur mon ordinateur pour vous présenter l'article. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'article de Recep Şentürk. S'il y en a parmi vous qui parlent turc, vous me le direz dans les commentaires si je prononce mal son nom. The Decline of the Decline Paradigm, Revisiting the Periodization of Islamic History. Donc c'est l'idée ici que vous allez voir dans cette vidéo pourquoi on ne peut pas être objectif sur la question ici historique, parce que d'abord on divise l'histoire en différentes périodes, et ça vous allez voir c'est subjectif, et ensuite parce que cette périodisation, cette manière de séquencer l'histoire, quand on l'applique à d'autres civilisations, à d'autres régions, ici en l'occurrence l'histoire islamique, ça pose aussi problème. Avant de continuer, simplement vous rappeler que j'ai créé pour vous un résumé de cet article, et aussi je vous ai transmis des informations supplémentaires par le biais d'un document que vous pouvez télécharger dans le premier lien dans la description. Sur ce, on revient maintenant à l'article. Et donc avant de commencer sur l'article, simplement revenir sur notre manière de concevoir le passé. Parce que pour avoir une vision claire de notre passé, on a forcément l'obligation d'organiser le passé. Et donc ce passé, il s'organise en différentes périodes. Et là par exemple, on a les périodes que vous connaissez bien sûr. Quand je vous parle d'histoire souvent, vous pensez à 4 périodes différentes. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine, souvent la préhistoire, on la zappe un petit peu. Donc on a différentes périodes. Et pour nous, en fait, cette manière de penser en termes de période de l'histoire, eh bien pour nous, c'est évident. Sauf que ces périodes, ce sont purement et simplement des constructions. Ce sont des personnes qui ont construit, qui ont pensé l'histoire, qui ont séquencé l'histoire en différentes périodes. C'est pas du tout naturel de penser en termes d'Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. Ça, c'est le premier truc, c'est que c'est pas naturel. Et comme c'est pas naturel, c'est une construction, et comme c'est une construction, notre perception du passé est forcément obligatoirement subjective. D'ailleurs, il le dit dans l'article, Recep, parce qu'il prend en exemple un des ouvrages importants sur cette question-là, que je n'ai pas pu lire parce que j'ai manque de temps, je l'ai lu il y a quelques jours cet article, de Jacques Le Goff, un très grand historien que vous connaissez sans doute, qui est d'ailleurs, donc ce livre-là, et faut-il vraiment découper l'histoire en tranches, c'est un de ses tout derniers livres à Jacques Le Goff, qui est ici, qui a été sorti, publié en 2013-2014, donc vraiment juste avant sa mort. Et donc dans cet article-là, dans ce livre-là, Jacques Le Goff nous dit en fait que nous avons besoin d'organiser le passé, d'organiser le passé en différentes périodes. Voilà. Notamment parce que pour mieux comprendre l'histoire, on a besoin de diviser en différentes périodes. Mais aussi parce que on a besoin d'enseigner cette histoire. Et pour enseigner cette histoire, on a besoin de diviser cette histoire en périodes. Mais donc la grande question, c'est plutôt comment on divise cette histoire en périodes. Quelle est notre grille de lecture pour diviser cette histoire en périodes? Donc c'est vrai que c'est très intéressant, très important de diviser cette histoire en périodes, d'organiser le temps finalement. Mais ça met en avant les problèmes, parce que notre volonté, en tant qu'historien, quand on divise l'histoire en différentes périodes, c'est de faire sens, donner sens au passé. Et pour donner sens au passé, forcément, on met en avant des biais personnels. Et aussi l'idée que cette manière de penser, elle est formée, elle est dans un moule où finalement, c'est l'objectif d'arriver à un résultat qui soit largement accepté par les personnes. Donc finalement, cette manière de diviser l'histoire en périodes, forcément, c'est subjectif. Il le dit d'ailleurs encore, il insiste sur ça, diviser l'histoire en périodes est jamais, et je répète, jamais, un acte neutre et innocent. Donc déjà, autant vous dire que l'objectivité, vous l'aurez compris, n'existe pas. Mais pourquoi c'est subjectif en plus? C'est que on a, dans la perspective occidentale, l'histoire, selon nous, est conçue en quelque sorte comme étant linéaire. Ici, il le dit, l'auteur, The idea donc of linear progress and social evolution. Donc nous, en fait, donc déjà, deux choses à comprendre, c'est que notre perception de l'histoire et de son évolution est linéaire. On part d'un point A, on arrive à un point B, qui est donc le point B, c'est un peu le futur. Et il y a aussi cette idée de progrès. Cette idée que, au fur et à mesure des siècles, eh bien, on serait amené à connaître de plus en plus de progrès. De progrès notamment à l'échelle de l'évolution sociale, comme c'est marqué ici. Et il prend l'exemple, par exemple, des périodisations qui ont été faites par Bergson, Marx, Comte ou encore Durkheim. Et cette périodisation-là, c'est une création. Parce qu'auparavant, la périodisation, elle n'est pas linéaire, mais elle est notamment circulaire.
on va le voir par la suite, elle est en fait dans un cercle et c'est finalement un éternel recommencement. Mais aussi, dans un point de vue ici de perception de progrès, c'est que finalement, dans notre perception occidentale, on aurait le passé qui est considéré comme un passé archaïque, et le futur qui est considéré comme un futur âge d'or. Parce que forcément, plus on avance dans le siècle, plus on apprend des choses, plus il y a de progrès technologiques, et donc plus on atteint un nouvel apogée de l'évolution sociale. Sauf que cette périodisation-là, elle n'est pas naturelle, parce qu'en fait, dans le passé, on avait une autre périodisation, une autre manière de penser le passé, que l'auteur ici définit comme la vision traditionnelle qui est développée, qui avait été développée par les religions, qui est finalement que l'âge d'or se situe dans le passé. Parce que, par exemple, si on prend la question ici, la perception du passé par l'islam, c'est l'idée que l'âge d'or il se situe à l'époque du prophète Muhammad, à l'époque des racines de la religion, donc notamment par exemple pour le christianisme à l'époque du Christ par exemple. C'est vraiment le tout début des religions qui est considéré finalement, où la religion est considérée comme pure et qui est considérée donc par cette vision traditionnelle religieuse comme étant l'âge d'or de l'histoire. Et finalement, au fur et à mesure des siècles, au contraire de la vision occidentale que l'on a aujourd'hui moderne, il y a plutôt l'idée qu'au fil des siècles, finalement, eh bien, les sociétés vont de plus en plus vers un aspect négatif, connaissent une décadence. Voilà. Alors que l'âge d'or, encore une fois, est dans le passé. Et ensuite, il y a deux problèmes par rapport à cette périodisation occidentale, c'est que d'un côté, surtout, on pense les périodes d'un point de vue politique, d'un point de vue des dynasties, d'un point de vue des pouvoirs. Par exemple, ce qui donne naissance au Moyen-Âge en Occident, c'est en 476 la chute de l'Empire romain d'Occident. Et donc, cette chute de l'Empire romain d'Occident, c'est un événement, c'est la fin d'une période ou d'une dynastie ou d'un pouvoir qui donne lieu à une nouvelle époque. Donc on pense notre histoire surtout, avant tout, de manière politique et liée donc au pouvoir. Deuxième problème, c'est qu'on pense aussi notre périodisation à travers un double schéma très binaire qui est celui de l'essor ou de l'apogée et celui du déclin. Et ça pose pas mal de problèmes, parce que finalement, on aurait une période qui serait considérée comme étant du déclin, donc très sombre, très noire, c'est plutôt celle du Moyen-Âge, qu'on avait pendant très longtemps, on a l'idée finalement d'Antiquité qui a rayonné d'un point de vue scientifique, d'un point de vue culturel, et aussi d'un point de vue des villes, d'un point de vue démographique, les villes étaient florissantes. Et puis on passe à un Moyen-Âge qui est finalement une rétractation des villes, une rétractation de la pensée, avec l'Église, la religion qui est de plus en plus importante, et qui finalement grève un petit peu les pensées des personnes et l'évolution scientifique, culturelle, etc. Et finalement, à la fin du Moyen-Âge, on arrive à la Renaissance, qui est finalement une époque de transition, une nouvelle apogée qui va transitionner ensuite sur l'époque moderne. Et ensuite, au XIXe siècle, la révolution, les Lumières auparavant et la révolution industrielle, etc., qui est vécue aussi comme un nouvel apogée. Mais cette manière de penser est problématique, et notamment quand on l'applique ici à cette manière de penser la périodisation historique occidentale, et quand on l'applique, ce schéma-là, à d'autres civilisations ou d'autres régions lointaines, eh bien ça pose problème. C'est notamment donc vraiment le but de Recep Şentürk qui montre ici donc que pourquoi la périodisation telle qu'elle est pensée par les Occidentaux est telle qu'on l'applique, parce qu'il n'y a pas simplement les Occidentaux qui l'appliquent à l'histoire islamique, il y a aussi les musulmans qui ont fini finalement par accepter cette périodisation-là et à l'appliquer à l'histoire islamique. Et donc il se demande ici dans cet article pourquoi cette périodisation elle pose problème dans notre manière de comprendre l'histoire islamique. D'abord, la première chose, c'est que, bien évidemment, notre césure aujourd'hui entre Moyen-Âge et époque moderne, avec notamment 476, donc la chute de l'Empire romain d'Occident, pour le côté islamique, ça ne veut pas dire grand-chose. Déjà, l'islam n'existe pas officiellement de manière historique avant le début du 7e siècle, donc en 476, forcément, ça n'a pas un énorme impact, bien que on pourra en discuter. Donc, cet événement-là, il ne marque pas le début du Moyen-Âge pour l'époque islamique. D'ailleurs, que veut dire finalement le Moyen-Âge pour l'époque islamique? Est-ce que par exemple, la fin du Moyen-Âge, qui est considérée comme étant 1492 en Occident, et notamment la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, est-ce que cette découverte de l'Amérique, elle a été aussi importante pour le côté islamique? La question se pose. Deuxième chose aussi, c'est de penser l'histoire d'un point de vue du déclin et de l'apogée. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente où je vous ai dit que, généralement, et c'est une conception qui est très partagée mais qui a commencé vraiment à être critiquée à partir de la fin du XXe siècle, donc finalement il y a assez peu de temps, partagée par les musulmans et les occidentaux, c'est l'idée qu'il y aurait d'abord un apogée de la civilisation islamique, notamment à partir de l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or entre, on pourrait dire, fin 8e,
9e voire 10e siècle, et ensuite on aurait une période de déclin profond qui a duré pendant 10 siècles, voire même un millénaire, entre finalement le 11e siècle, certains disent le 10e, plutôt le 11e, 12e siècle, et donc l'époque actuelle. Donc ça aussi, ça pose problème parce que on aurait encore une fois cette pensée binaire entre un âge fabuleux, celui de l'âge d'or, et un âge qui serait sombre, un âge cataclysmique, on pourrait dire, celui donc du déclin de la civilisation islamique, entre guillemets, encore une fois. Sauf que bien sûr, au sein de chacune de ces périodes, eh bien, il y a de la lumière, il y a de l'ombre de chaque côté, et il y a des choses véritablement à nuancer. Ça pose problème. Donc on a parlé dans la vidéo précédente de comment cette vision s'est mise en place de cet apogée du déclin, avec notamment l'influence de l'orientalisme, l'influence de la Nahda, donc la renaissance arabe, des penseurs arabes, des savants musulmans notamment, des religieux, qui ont mis en avant l'idée que, à travers notamment le déclin de l'Empire ottoman, comment on explique ce déclin de l'Empire ottoman, surtout donc sa disparition au début du XXe siècle? Eh bien on l'explique par le fait que, ah ben oui, mais en fait depuis des siècles, en fait la civilisation islamique, entre guillemets, eh bien elle était malade. Et c'est à cause de cette maladie, finalement, qu'on est arrivé à cette époque présente. Donc cette périodisation, elle a été développée, notamment donc par des orientalistes, et aussi d'un point de vue du domaine intellectuel et religieux, c'est une double périodisation entre d'un côté, donc, je vous ai dit, l'âge d'or finalement qui a lieu entre le 9e et le 11e siècle, et quelqu'un comme par exemple Ernest Renan, donc un orientaliste, un savant, qui a mis en avant l'idée que c'est à partir notamment de ce 11e siècle, avec notamment la figure d'Al-Razali, qu'on aurait un déclin de la pensée scientifique, notamment des sciences naturelles, du côté de l'Empire islamique, du côté de la civilisation islamique. Avec donc Al-Razali qui aurait critiqué la philosophie, qui aurait dit que la philosophie est contraire à la religion, et donc qu'on aurait une sclérose véritablement de la pensée intellectuelle en islam. Et donc, par la suite, à partir du 11e, 12e siècle, surtout 12e siècle, on aurait donc un déclin de la pensée. Là aussi, donc, on pense de manière binaire, et tout ce qu'on pense de manière binaire, eh bien, en réalité, c'est plus complexe. Et pourquoi c'est plus complexe? Parce qu'il faut aussi définir ce qu'est un déclin. Comment définir ce qu'est un déclin? Forcément, la manière de définir ce qu'est un déclin, eh bien c'est subjectif. C'est en rapport notamment donc à la manière dont on pense l'évolution des sociétés. Je vous l'ai dit, ici d'un point de vue occidental, on pense la périodisation d'un point de vue du progressisme, du point de vue de l'évolution sociale. Donc notre manière de penser l'histoire et son évolution, elle ne correspond pas forcément aussi à la manière de penser l'histoire et son évolution dans d'autres civilisations. Et donc, c'est encore une fois un jugement subjectif qu'on met en avant pour définir ce qu'est un déclin. Donc là encore, subjectivité du côté donc de la manière de penser l'histoire. Mais aussi, d'un point de vue islamique, on a ici, et on le voit dans l'article, là c'est la page 218, qu'il se demande aussi, Recep, comment les musulmans ont mis en place des périodes, comment ils ont périodisé leur propre histoire dans l'époque classique, donc la période classique. Parce que nous, en Occident, on a une manière de penser la période de diviser l'histoire, mais aussi dans d'autres civilisations, ici en l'occurrence dans le monde musulman de manière large, eh bien on a une autre périodisation de l'histoire. Donc là il met en avant 3 périodes différentes, alors je n'ai pas pu creuser plus en profondeur, les musulmans divisés souvent en période classique qui va quand même jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, le déclin qui arrive ensuite à partir de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'aux années 80, et aussi donc aujourd'hui, on revient quand même largement sur cette division, donc la révision du déclinisme, donc de cette théorie du déclinisme, et la recherche pour une nouvelle périodisation à partir des années 80 jusqu'à nos jours, ce que je vous disais auparavant. Mais encore auparavant, dans l'histoire ancienne de l'islam, on avait une autre manière de périodiser l'histoire. Ici, c'est notamment ici l'idée donc qu'on pensait, on périodisait l'histoire, on divisait l'histoire et le passé, non pas à travers une conception politique ou de pouvoir, mais à travers plutôt une conception religieuse intellectuelle. C'est la génération des savants. D'abord, d'un point de vue ici religieux, on divise le passé et l'histoire selon la génération des oulémas. Donc les oulémas, c'est les savants religieux. Mais avant cette génération des oulémas, c'est aussi les compagnons. Ce qu'on appelle les compagnons en islam, c'est les compagnons du prophète Mohammed. C'est-à-dire c'est l'entourage qui a vécu autour du prophète Mohammed, ce sont les principaux compagnons. Après les compagnons, il y a ce qu'on appelle les successeurs, et après les successeurs, il y a les successeurs des successeurs. Donc en fait, ici, on a complètement une autre manière de diviser les périodes historiques, de comprendre le passé. Parce que d'abord, les périodes sont marquées
par l'essor et le déclin d'une génération de savants. Ensuite, les périodes peuvent se succéder de manière parallèle. On peut avoir deux générations qui vivent ensemble. D'ailleurs, il y a souvent 3, 4, voire, c'est plus rare, 5 générations qui existent parallèlement finalement. Donc finalement, les périodes se chevauchent. Donc là aussi, une autre manière de penser l'histoire. Et donc, ce ne sont pas les institutions, ce ne sont pas ici les États, ce ne sont pas les processus qui sont mis en avant, mais c'est plutôt les êtres humains qui sont au centre de la périodisation de l'histoire. Et aussi, leur relation avec le centre, avec donc le pouvoir. Donc, selon cette méthode de périodisation, donc on a, comme je vous l'ai dit, souvent 4, voire 5 générations et donc périodes qui peuvent se succéder. Et cette manière de diviser l'histoire en périodes, elle a été utilisée par beaucoup d'auteurs musulmans, et encore jusque par exemple au XIVe, voire même jusqu'au XVe siècle, avec Al-Zahabi, donc là on est mort en 1348, et encore Al-Suyuti qui est mort en 1505. Selon l'auteur, ils utilisent ces méthodes dans leurs bouquins, dans leurs livres. Et puis, au fur et à mesure du passage du temps, on va peu à peu voir la manière de diviser l'histoire évoluer, avec notamment la périodisation telle qu'elle est pensée par Ibn Khaldoun. D'ailleurs, on l'a vu dans une des vidéos de ma chaîne principale. Donc lui, en fait, Ibn Khaldoun, il ne conçoit plus la périodisation de l'histoire à travers les savants musulmans, mais plutôt ici, et on en revient, on s'approche de plus en plus vers la manière de considérer de manière occidentale, puisqu'ici, les périodes sont basées sur les États, donc sur les dynasties, sur le pouvoir, et non plus sur une histoire intellectuelle religieuse. Et Ibn Khaldoun s'intéresse au cycle de vie des États. Et pour lui, donc, sa pensée de l'histoire, et là d'ailleurs j'ai oublié de le dire auparavant, sa pensée de l'histoire, elle est encore une fois cyclique, elle n'est pas linéaire. Hein. Vous voyez ici, on parle de cycle d'un État. Ce cycle des États, il va le diviser en 5 vies, il parle de 5 vies d'un État. Et donc finalement, ce serait un éternel recommencement, son histoire. C'est donc une histoire cyclique. Et là, auparavant aussi, d'un point de vue des oulémas et aussi des compagnons du prophète, donc la manière de penser l'histoire de manière intellectuelle et religieuse, c'est aussi un cycle qui recommence, c'est une génération. Donc une génération, elle recommence, elle meurt, elle recommence, elle meurt, elle recommence. Donc, pour en revenir à Ibn Khaldoun, donc sa vision est cyclique, comme le dit l'auteur, elle est comparable finalement au cycle de vie d'un organisme vivant. Donc il vit, il meurt, etc., etc. Par contre, c'est vrai que dans la vision d'Ibn Khaldoun, eh bien on se rapproche, je vous l'ai dit, de la vision occidentale, parce que lui, il met en avant aussi cette première idée d'un déclin, hein, d'une vision décliniste de l'histoire, avec un apogée, ou plutôt une naissance, un apogée et un déclin, et une disparition. Donc là, ici, il voit donc la vie, le cycle des États. Hein. Je vous rappelle encore une fois que j'ai une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc la première étape d'une dynastie, c'est par exemple sa naissance. Donc là, c'est vraiment une étape où il est fort parce que il a en fait ce qu'il appelle la asabiya, c'est-à-dire l'unité et la solidarité au sein d'une tribu qui est extrêmement forte à cette étape-là, qui est celle de la naissance. Et donc c'est là vraiment qu'il va prendre le pouvoir. Par la suite, donc, c'est la jeunesse, l'étape de la jeunesse, où l'État va se solidifier, se consolider. Et le troisième étape, c'est la maturité, avec donc l'accumulation de richesses, et ce qui marque aussi le début de cette étape-là, cette troisième étape, qui est une étape donc charnière, qui marque aussi le début de la fin, début du déclin, si vous voulez, avec des rivalités politiques, une consommation excessive, l'érosion du moral, et donc aussi finalement le déclin des finances. Donc ensuite le quatrième niveau, c'est la vieillesse, hein, c'est l'âge qui commence on commence à prendre de la bouteille, et donc là l'État commence à se désintégrer, l'unité commence à désintégrer, et on a un essor de l'individualisme, donc finalement la tribu qui était auparavant unie, hein, ce qui fait donc la Asabiya, commence à se désagréger. Et finalement on en arrive au dernier cycle, hein, qui est celui du cycle finalement du complet déclin, de la disparition, où on perd le pouvoir, une corruption interne, et donc l'invasion étrangère qui arrive d'une nouvelle tribu, donc voilà, another tribal group, avec une autre Asabiya, donc l'histoire recommence, c'est encore une fois une histoire cyclique. Donc vous le voyez, notre manière de penser l'histoire, de voir l'histoire ne peut pas être objective, elle est nécessairement subjective, parce que notre manière de juste la penser en termes de période, c'est déjà un acte subjectif en lui-même. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez télécharger le résumé de cet article, et aussi avoir des informations supplémentaires, je vous parle notamment du fait de comment justement cette périodisation-là, auparavant qu'on utilisait en Occident, a été largement critiquée par certains historiens, par certains savants, et notamment aussi comment la périodisation au sein de l'histoire islamique a été critiquée. Si vous voulez
télécharger ce document où je vous parle de tout ça, ça se passe dans le premier lien en description. Et puis si vous avez des réflexions ou des commentaires à me transmettre, ça se passe dans l'espace commentaire de cette vidéo. Également, je vous invite vivement à la partager cette vidéo autour de vous un maximum pour que ça profite à un maximum de personnes. Et quant à nous, donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais jusque-là, comme toujours, vous le savez, portez-vous bien.